Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart. À midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, la BCE maintiendra sa stratégie de resserrement monétaire et de hausse des taux tant que l'inflation ne sera pas revenue à des niveaux de 2%. Tel est le message que la présidente de la BCE a tenu à faire passer lors d'une prise de parole à Sintra, au Portugal, dans le cadre du forum 2023 de la BCE. Celle-ci estime en effet que les effets des relèvements cumulés de 400 points de base réalisés depuis juillet dernier ne sont pas encore tout à fait perceptibles dans l'économie européenne et que par conséquent la mission de la BCE n'est pas encore terminée. Il faut donc s'attendre, selon Christine Lagarde, à un nouveau relèvement des taux en juillet, sauf si d'ici là, les indicateurs économiques montrent un réel changement par rapport aux perspectives. À noter que demain, mercredi, les dirigeants de la BCE, mais aussi de la Fed, de la BOE ou de la BOJ s'exprimeront à Sintra dans le cadre de ce même forum. Et à noter d'un point de vue macro que la semaine est chargée en indicateurs économiques. Après l'indice IFO publié hier en Allemagne, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board aux États-Unis, solide pour le mois de juin et supérieur aux attentes des analystes, tandis que les commandes de biens durables aux États-Unis ressortent elles aussi plus fortes que prévu. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. En Chine, l'objectif de croissance de 5% annuel du gouvernement pourrait être atteint selon le Premier ministre Li Qiang. Celui-ci s'est en effet exprimé ce matin depuis le Forum économique mondial de Tianjin. Il prévoit que la croissance du PIB chinois progresse légèrement au second trimestre par rapport au premier trimestre où celui-ci était en croissance de 4,5%. Le Premier ministre chinois qui a par ailleurs fait savoir que l'exécutif chinois donc entendait mettre en place des mesures plus pratiques et plus efficaces pour accentuer la demande intérieure mais aussi favoriser la réouverture de l'économie chinoise vers le monde extérieur. Nous en parlerons dans Smart Bourse tout de suite dans un instant. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans Marché à thème, nous reviendrons sur la performance boursière des foncières cotées sur le premier semestre 2023 avec Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, les marchés européens qui peinent à trouver une tendance depuis ce matin. Oui, les marchés digèrent entre autres les déclarations de Christine Lagarde. Pour rappel, le forum de la BCE débute ce mardi à Sintra, au Portugal. Dans son discours d'accueil, Christine Lagarde a pointé les pressions inflationnistes persistantes, notamment les augmentations salariales, et d'ajouter que la lutte contre la hausse des prix est loin d'être finie. On remarque que l'euro grimpe. Du côté des indicateurs américains, on retient la hausse surprise des biens d'équipement durable. Les données du mois précédent ont été révisées à la baisse. Les prix de l'immobilier aux États-Unis ont augmenté pour le 3e mois consécutif, ou le fruit d'une demande croissante des acheteurs face à une offre restreinte. En Chine, on retient l'annonce du Premier ministre Li Qiang, selon laquelle la croissance sera plus élevée au second trimestre. Il a aussi évoqué des politiques à venir plus efficaces de la part de Pékin pour dynamiser la demande intérieure notamment. Cette perspective soutient les valeurs du secteur financier et plus particulièrement les entreprises exposées à la Chine. C'est le cas de l'assureur britannique Prudential. Les entreprises chinoises cotées aux États-Unis progressent également. C'est le cas d'Alibaba Group, JD.com et Pinduoduo. On continue avec des actualités valeurs. À présent, Alix, Wise s'envole après un bénéfice multiplié par 6. Et oui, un bénéfice net à 130 millions d'euros, tiré notamment par la hausse des taux d'intérêt. Le volume d'argent transféré a augmenté de 37% sur un an. Le chiffre d'affaires de la fintech britannique a grimpé de 51%. Kering est en hausse. L'entreprise a signé un accord pour acheter la marque française de parfums haut de gamme Creed à des fonds contrôlés par BlackRock. À Wall Street, l'action Walgreens Boots Alliance chute, ce qui n'arrange pas son cas puisque son titre a dégringolé de plus de 23% en 2023. La chaîne de pharmacie américaine abaisse son objectif annuel de bénéfices en raison notamment d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le Covid-19. Et puis Nvidia progresse légèrement. Le groupe a annoncé avoir conclu un partenariat destiné au développement de modèles d'IA avec Snowflake, dont le titre est en nette hausse.
Voilà, donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter la riche actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Vincent Chéniaud. Tout d'abord, bonjour Vincent Chéniaud. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la recherche chez General Investment. Nous avons le plaisir d'accueillir également David Calfon. Bonsoir David Calfon. Bonsoir. Vous êtes président de Senso Investment Solutions et nous avons le plaisir d'accueillir également Éric Venet. Bonjour Éric Venet. Bonsoir, bonjour. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. On va commencer avec vous, Vincent Chéniaud. Deux sons de cloche finalement aujourd'hui, deux signaux pour les marchés. D'un côté, Christine Lagarde qui réitère un message qu'elle avait déjà plusieurs fois martelé, qui est la BCE n'a pas fini sa mission et continuera à monter les taux tant que on n'aura pas vu suffisamment d'impact dans l'économie européenne de sa politique de resserrement monétaire. Donc pour rappeler au marché effectivement que ça n'est pas fini, qu'on va continuer et que juillet pourrait voir également une nouvelle hausse de taux arriver en Europe. Et de l'autre côté, aux États-Unis, là où la Fed a fait une pause le mois dernier, mais là où les marchés semblent pricer deux futures hausses de taux, ou en tout cas deux futures hausses de taux ont été prévues. On verra effectivement ce que pricent les marchés dans un instant. On voit des indicateurs économiques qui montrent une vraie résilience du marché américain. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir en priorité? Comment est-ce qu'on analyse cette situation? Oui, bonsoir. Alors, en effet, c'est un peu cocasse, puisque vous avez une BCE qui réaffirme un ton assez dur de lutte contre l'inflation, bien en ligne avec sa mission principale, qui est l'objectif d'inflation, approche de 2%. Mais dans le même temps, les chiffres économiques en zone euro qui se dégradent très singulièrement. On a eu en fin de semaine dernière les indices PMI, qui flanche très fortement, avec une récession très sévère dans le secteur manufacturier en Allemagne notamment, et les services qui flanchent également en France, les pays du Sud qui résistent un peu mieux, mais globalement, des chiffres faibles, confirmés cette semaine par un indice IFO en Allemagne assez noir. Et tout ça fait suite, il faut quand même le rappeler, à 2 trimestres de croissance négative, le quatrième trimestre et premier trimestre, moins 0,1% sur le PIB européen. Donc des chiffres... Et une récession technique en Allemagne, on peut le dire. Récession technique, et donc une situation économique assez peu florissante, mais malgré tout, une BCE qui reste concentrée sur la lutte contre l'inflation, puisque l'inflation sous-jacente reste supérieure à 5%, ce qui est beaucoup trop. Donc le marché, les anticipations de hausse supplémentaire sont bien ancrées. Le marché anticipe que la BCE va encore monter 2 fois de 25 points de base cette année, pour rebaisser ensuite progressivement l'année prochaine, mais de seulement 75 points de base. Et de l'autre côté, on a la Fed. Vous l'avez dit, c'est vrai que les fameux dots de la Fed, donc les anticipations du comité, sont pour 2 hausses supplémentaires cette année. Le marché n'y croit pas vraiment. Le marché anticipe plutôt une seule hausse, alors même que les chiffres américains continuent de se surprendre à la hausse. On a eu aujourd'hui, vous l'avez rappelé, les commandes de biens durables, bien sûr. Les ventes de maisons neuves, le prix des maisons, tout ça surprend à la hausse. Alors même que le marché de l'immobilier devrait être un des premiers justement à subir cette politique de hausse de taux. Voilà, avec des taux hypothécaires qui restent très élevés. Alors c'est vrai qu'on a vu un problème d'offre assez important pendant Covid, avec une chaîne d'approvisionnement qui était cassée, donc il semble qu'il y ait pas mal de demandes qui n'aient pas été satisfaites et qui est en train d'être satisfaites aujourd'hui. Mais c'est sûr que aussi bien sur les volumes que sur les prix, ce qui se passe sur le résidentiel américain est plutôt surprenant. Alors que côté immobilier commercial, par contre, ça continue de souffrir très, très fortement. Voilà. Mais au total, c'est vrai que si vous regardez les indices de surprise économique, ils pointent très sérieusement vers le bas en Europe. Ils sont très négatifs. Alors que pour les États-Unis, on est plutôt en territoire positif. Donc là, on a une histoire économique assez surprenante
qui contribue à la surperformance des actions américaines au deuxième trimestre. Ça a été quand même un grand thème au deuxième trimestre. Des actions européennes qui sont assez stables, in fine, alors que les actions américaines ont très bien rattrapé leur retard. Alors c'est vrai qu'il y a une histoire technologie, intelligence artificielle, mais il y a également des indices de surprise économique qui tiennent beaucoup mieux aux États-Unis. Cette prise de parole de Christine Lagarde, alors effectivement, elle est dans son rôle de dire effectivement que dans les anticipations d'inflation, on n'arrive pas à 2%, donc tant qu'on n'arrive pas à 2%, on continue à intervenir. Mais comment faut-il la comprendre ? Faut-il l'interpréter comme un message envoyé au marché qui dit vous anticipez des baisses de taux, vous êtes trop optimiste par rapport à ce que la BCE veut faire, ou faut-il aussi se dire que peut-être la BCE pourrait aller trop loin face aux indicateurs économiques qu'on voit actuellement en Europe ? Oui, alors, tout d'abord, il faut faire très attention avec le discours et ce qu'on appelle la forward guidance des banques centrales. Il faut quand même rappeler que fin 2021, jusqu'en novembre, je crois, Madame Lagarde nous disait qu'il n'y avait pas de hausse de taux à l'horizon très lointain, ce qui s'est avéré totalement faux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la BCE communique sur des hausses de taux supplémentaires. Il est fort probable qu'effectivement on ait une nouvelle hausse à 3,75 au mois de juillet. Nous pensons que ça s'arrêtera là, mais c'est vrai que le marché anticipe plutôt ensuite une hausse supplémentaire parce que l'inflation reste trop élevée et que la BCE est vraiment concentrée sur cette question de juguler l'inflation et notamment juguler ce comportement des entreprises, ce qu'on a appelé la greedflation, donc cette cupidité des entreprises qui ont augmenté les prix pour protéger, voire gonfler les marges. Bien sûr. Ce qui participe assez fortement, semble-t-il, au processus inflationniste en zone euro. Donc la BCE veut vraiment casser cela, même si, à court terme, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la croissance. David Calfon, comment est-ce que vous analysez cette situation en Europe, effectivement, avec, on a presque l'impression qu'on est dans une situation de poker menteur, entre d'un côté une BCE qui dit attendez-vous à des futures hausses de taux, sous-entendu attendez-vous au moins à ce qu'on ne baisse pas les taux tout de suite, et de l'autre côté le marché qui, quand on le regarde de manière méthodique, académique, semble nous dire quand même que demain il y aura des baisses de taux anticipées. Alors, je pense qu'il faut écouter les banquiers centraux. Et ils nous ont dit, il y a déjà de nombreux mois, qu'ils avaient une priorité, c'était l'inflation, et que finalement, la croissance, c'était quasiment pas leur problème. Ils ne l'ont pas dit en ces termes-là, mais quand on lit les différents communiqués, ils étaient tous, aux États-Unis et en Europe, extrêmement clairs sur le sujet. D'ailleurs, aux États-Unis, c'était encore plus clair que ça. Ils disaient clairement, si ça doit faire mal à la croissance, il faudra en passer par là. Il faudra en passer par là. La priorité, c'est l'inflation. Et quelque part, c'est un peu normal parce que l'inflation, c'est un sujet de paix sociale. Bien sûr. On touche limite au fondement de la démocratie. C'est pas le sujet ici, mais globalement... Ce qui n'est pas un mandat de la BCE, mais l'inflation l'est, effectivement. Mais il y a une pression politique extrêmement forte, puisque aux États-Unis, le président Biden ne veut pas être perçu comme le président sous lequel... les citoyens américains ont mal vécu parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir d'achat ou quoi que ce soit. Donc c'est un sujet, c'est une vraie préoccupation. Donc premièrement, la priorité, c'est l'inflation. Et tant que cette inflation ne baisse pas, ou ne baisse pas suffisamment, ils vont rester extrêmement déterminés. Donc je pense que pour le moment, tous ceux qui anticipent des baisses de taux, je pense que c'est extrêmement prématuré. D'accord. Il faut laisser du temps au temps. Alors qu'il y ait une pause, qu'il y ait un plateau, certes, mais de là anticiper des baisses de taux, je crois qu'on en parlera plutôt en juin 2024. À moins que les chiffres économiques chutent ou ralentissent beaucoup plus fort. Or, ce que l'on voit, en tous les cas, aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, vous avez une force qui est phénoménale. On l'a encore vu avec les chiffres d'aujourd'hui. C'est le consommateur américain. Pourquoi ? Parce que le marché de l'emploi, cette boucle prix-salaire qui s'est enclenchée, elle va mettre énormément de temps à se dégonfler. Bien sûr. Ouais. Et donc, tant que vous avez ce soutien avec des salariés qui vont pouvoir gagner plus ou qui peuvent gagner plus à cause des tensions sur le marché du travail, juste en changeant de métier, en démissionnant et en trouvant un autre métier ailleurs, un autre emploi ailleurs, tant que vous avez ça,
c'est une force qui va soutenir et qui va entretenir la croissance économique et donc, quelque part, l'inflation. Donc je pense qu'il faut s'attendre à un plateau. Maintenant, la situation en Europe, elle est quand même assez différente de celle qu'on a aux États-Unis. Et je pense que Christine Lagarde... Est-ce qu'elle est différente ou est-ce que les États-Unis sont en avance de phase, qu'on peut entendre régulièrement ? Alors... C'est plus complexe. C'est plus complexe que ça, parce que moi je dirais différent, parce qu'effectivement, il n'est pas dit que les États-Unis passent par la case récession. D'accord. C'est pas, en tous les cas, pas tout de suite. Ça n'est plus le scénario de la Fed et c'est moins le scénario des indicateurs économiques qu'on voit, effectivement. Tout à fait. Donc on peut se dire qu'il y a une ligne de crête qui est très étroite pour éviter la récession aux États-Unis, mais pour le moment, ce n'est pas tranché. En Europe, on a des indicateurs économiques qui plongent quand même de manière assez significative. Ça vient d'être relevé. Et donc ça, c'est un sujet de préoccupation. Mais je pense que la Banque Centrale Européenne, donc elle fait son travail en remontant les taux, mais elle aimerait bien que le durcissement des conditions financières, qu'il y ait une partie du travail qui soit faite par les marchés. Donc tout simplement avec des anticipations de hausse des taux, etc. C'est toujours pratique quand on est une banque centrale de faire la moitié du travail soi-même et de laisser le marché faire le reste. D'accord. Parce que si jamais il y a un problème, c'est pas eux qui auront fait la hausse de taux de trop, quoi. Voilà, donc, avec de la communication, donc. Avec de la communication. Voilà. D'accord. Ouais. Mais pour autant, soyons clairs, avec les chiffres qu'on a, et notamment les chiffres d'inflation qui restent au-dessus de 5% en Europe, il n'y a rien qui justifierait une baisse des taux de la BCE, même si l'économie plonge. Donc, juillet est plus ou moins acté. Septembre aussi ? Septembre est probable. Alors, moi, j'aimerais bien me prendre un petit peu le luxe que prennent les banquiers centraux et disent on va attendre de voir les chiffres. Mais si on a les mêmes chiffres qu'actuellement, si ça dure pendant l'été, il n'y a pas de raison d'arrêter le mouvement de hausse des taux. Éric Venet, sauf que si on voit une deuxième hausse des taux en septembre et qu'on a des chiffres aussi catastrophiques en termes de croissance européenne, on a un vrai souci. Et ce n'est pas le souci du contrôle de l'inflation, c'est le souci que la politique monétaire est hors piste. C'est parce que finalement, vous aurez le pire des mondes, c'est-à-dire que vous avez cassé la croissance et vous ne pourrez pas résoudre l'inflation, parce que le sujet de l'inflation... il est simple, il faut l'inflation décélère. C'est ce qui est le cas. Le problème des banquiers centraux aujourd'hui, c'est qu'ils sont accrochés à ces 2%, et on sait qu'on n'y arrivera pas à ces 2%. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'un monde déflationniste à, de toute façon, un monde où les pressions inflationnistes sont nouvelles et que vous ne pourrez pas jamais redescendre. Donc, le sujet pour les États-Unis, qui a fait le job, et il y a 3 semaines ici, je saluais la Fed, parce que avec une rapidité aussi forte, casser l'inflation et réduire l'inflation à 3,5, 4, avec la force de la demande, je trouve chapeau le truc. Sauf que... Alors même que Jérôme Powell a été très critiqué sur le fait de voir cette inflation plus transitoire que ce qu'elle n'a été réellement. Mais finalement, au final, il y a toujours... Oui, non, mais ce que je veux dire... C'est exceptionnel que... je suis sidéré de voir les chiffres de croissance américains se tenir aussi fortement avec plus de 400 points de base, on s'est pris en 18 mois. Donc... c'est quand même... donc le boulot est fait. La problématique pour les États-Unis, c'est de faire dire au marché, c'est peut-être pas pour tout de suite, laissons le temps au temps pour que on s'aperçoive que l'inflation se stabilise, et après on verra si il faut vendre une deuxième couche pour faire baisser le taux d'équilibre d'inflation. Mais en Europe, on n'est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Pourquoi ? Parce qu'on a une inflation, effectivement, on ne sait pas d'abord si on a vraiment le pic d'inflation en Europe. Et se dire aujourd'hui, comme dit Lagarde, je vais absolument, quoi qu'il en coûte, en fait, revenir à ces 2%. D'abord, c'est un message au marché de se dire, je suis toujours dans la lutte contre l'inflation, mais je trouve qu'elle devrait laisser une pause en disant, nous aussi, on a bien remonté les taux, on va attendre, c'est pas la même démarche, on va attendre que la politique monétaire agisse
pour voir ce qu'il faut faire et non pas s'accrocher à des hausses des taux parce qu'elles risquent de se retrouver avec un problème plus compliqué encore, ce qui est à gérer une forte chute, à mon avis. C'est toute la question, c'est que le mandat de la BCE, c'est l'inflation, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une croissance en berne et s'être trompé sur la hausse de taux de trop, ou à l'inverse, ne pas avoir procédé à cette hausse de taux et revoir l'inflation filer ? Non, il y a plus grave. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un schéma stagflationniste, vous pouvez plus rien faire avec vos taux parce que l'inflation, elle est structurelle et comme vous n'avez pas, vous les êtes laissés embarquer par le marché, vous n'avez pas forcément un répondant économique avec vos taux d'intérêt. La stagflation, c'est un vrai risque en Europe aujourd'hui ? Je ne dis pas aujourd'hui, ça serait le pire risque donc, pour la BCE. Donc en fait, il faut dire au marché qu'on est vigilant pour l'inflation, mais je crois qu'il ne faut pas s'accrocher à des hausses de taux répétitives, il faut laisser le temps parce que encore l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Bien sûr, entre l'Allemagne, l'Espagne et la France, vous avez des économies complètement différentes. Et aux États-Unis, une économie qui répond beaucoup plus à la variation de taux d'intérêt. En Europe, on n'en est pas encore là. Donc, je pense qu'il faut davantage de temps, tout en laissant le marché dire attention, je suis toujours vigilant. Vincent Chéniaud, un mot peut-être à ajouter sur ce qui a été dit avant de passer aux anticipations qu'on peut avoir sur la capacité des entreprises à faire passer de futures hausses de prix. Oui, non, personnellement, je serais un peu plus critique avec Jérôme Powell, parce que la guerre a bon dos, mais globalement, cet épisode, cette flambée inflationniste, relève d'une grave erreur de politique économique pendant le Covid, des banques centrales qui ont assoupli pendant trop longtemps, notamment au niveau quantitatif, et les gouvernements qui ont dépensé comme jamais. Donc une politique extrêmement accommodante qui a conduit à cette inflation. Donc là, c'est vrai que la Fed a agi vigoureusement avec 500 points de base de hausse des taux et que l'économie résiste remarquablement bien aux États-Unis. Je crois que la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que c'est un peu l'histoire, si vous voulez, de la cigale et de la fourmi. C'est-à-dire que une épargne excédentaire massive a été accumulée pendant Covid avec des gouvernements qui distribuaient effectivement énormément d'argent. Les Américains dépensent cette épargne excédentaire. C'est-à-dire qu'on estime que le coussin de sécurité d'environ 2500 milliards qui a été établi pendant Covid, les Américains en ont dépensé à peu près la moitié. Donc c'est un excès de dépenses qui véritablement soutient l'économie, d'autant que le déficit budgétaire aux États-Unis a beaucoup cru cette année également, donc ça aide également. Alors qu'en Europe, cette épargne n'est pas utilisée. Donc on a un comportement de fourmi, on s'attache à cette épargne, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, mais ça explique en partie la différence entre l'économie américaine qui nous surprend, en effet, à la hausse, et l'économie européenne qui surprend à la baisse. Parce qu'une économie européenne qui ne serait pas totalement repartie du fait qu'on est dans un environnement incertain, donc on consomme moins. C'est ça qu'il faut comprendre en tant que particulier. Oui, en tout cas, on n'a pas utilisé ce coussin de sécurité, cet excès d'épargne énorme qui a été constitué pendant Covid. Donc le consommateur américain, une fois encore, fait preuve de sa vigueur au bénéfice de l'économie américaine, puisqu'on sait que la consommation des ménages représente environ 70% du PIB aux États-Unis. Et sur la base de ce constat, pour cette saison des résultats aux États-Unis, alors on a déjà eu effectivement certaines publications, le gros de la saison arrive dans quelques jours. Est-ce que il faut s'attendre à une saison des résultats, alors j'ai envie de dire positive, mais bon, on s'attend quand même à une baisse des bénéfices sur les entreprises du S&P 500, mais une saison des résultats meilleure que ce qu'on aurait pu l'anticiper il y a quelques semaines? Alors bon, déjà, le premier trimestre, les résultats, qui certes étaient en baisse en glissement annuel, mais les résultats étaient nettement meilleurs qu'attendus. Donc au final, cela s'est avéré comme une très bonne saison des résultats. On attendait moins 6% et finalement on a eu moins 2% sur le S&P 500, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était nettement supérieur aux attentes. Là, je dirais qu'on est en train de manager un petit peu les attentes à la baisse, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'entreprises qui font des warnings, qui disent attention, c'est un peu moins bien que prévu. Mais je dirais que c'est un peu un cycle. On a les entreprises qui préparent les analystes avant la saison des résultats
Et ensuite, la saison des résultats, en général, offre des surprises à la hausse. C'est ça, il y a la saison des warnings et après la saison des résultats, Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Un petit peu. Donc là, c'est vrai qu'on a eu des alertes quand même qui ont contribué également au tassement récent des marchés d'actions. Mais on peut s'attendre à ce que la saison des résultats aux États-Unis soit plutôt correcte, en effet, vu que l'économie résiste très bien. La saison européenne pourrait être un petit peu plus difficile. David Calfon, même question sur cette saison des résultats. Qu'est-ce que vous en attendez effectivement, alors il y a quelques semaines, il y avait des attentes de bénéfices sur les entreprises du S&P 500 qui étaient en recul de 6%, si je ne dis pas de bêtises. Plus on s'avance, plus certains analystes revoient peut-être un petit peu à la hausse leurs anticipations. On a quand même des entreprises qui font des alertes effectivement sur leurs profits et d'autres, à l'instar d'Adobe, on en parlait à midi dans cette émission, qui, parce qu'ils s'intéressent à l'intelligence artificielle, laisse entrevoir que potentiellement il y a de nouveaux gains de productivité qui pourraient leur permettre de passer entre les mailles du filet. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison des résultats ? Alors, il y a une chose sur laquelle il faut être assez prudent, c'est que si on regarde juste le trimestre précédent, où le marché attendait un recul assez prononcé des bénéfices aux États-Unis, et finalement on termine quasiment flat, donc même légèrement positif de mémoire. Effectivement, cette capacité des entreprises à surprendre ou à sortir, ou en tous les cas à sortir des résultats meilleurs qu'attendus, il faut être assez prudent là-dessus. Maintenant, il y a un point sur lequel il faut être vigilant, effectivement, ce sont sur ces marges. Parce qu'on a eu un démarrage, donc toutes les entreprises ont augmenté leurs prix en prenant pour prétexte cette inflation qui était tellement médiatisée que finalement tout le monde acceptait les hausses de prix en disant bah oui c'est normal, on en a parlé donc c'est normal que la facture augmente, etc. Et toutes les entreprises ont pu le faire du coup. Et toutes les entreprises l'ont fait. Oui. Voilà. Donc effectivement on peut parler de ce phénomène un petit peu auto-entretenu qui a eu lieu, mais ça n'a qu'un temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chaque année faire passer des augmentations de prix aussi fortes que celles qu'on a eues précédemment. Et deuxièmement, il y a un effet en revanche qui est en train potentiellement de rogner les marges. On parlait de cette boucle prix-salaire. Bien sûr. Le coût du travail augmente. Et donc là, c'est ce qu'il va falloir voir. C'est les entreprises qui sont capables de maintenir leurs marges et celles qui finalement sont obligées de rogner avec des prix de vente qui finalement commencent à toucher un peu les limites de ce qui est acceptable par les clients. Et d'un autre côté, un coût du travail qui ne cesse d'augmenter. Mais des matières premières qui peuvent reculer. C'est là où oui, pardon. Exactement, le dernier point, c'est ce qui pourrait sauver le tout. Et pour compléter cette équation, effectivement, c'est qu'on voit que le prix des matières premières baisse quand même depuis le début de l'année. Et on peut avoir quelques bonnes surprises de ce côté-là. Donc ça va dépendre des secteurs, si je comprends bien. Ah oui. Ouais. Très clairement, tous les secteurs ne sont pas égaux devant les saisons des résultats, on le sait bien. Et alors, dans vos scénarios, les secteurs qui, effectivement, pourraient tirer leur épingle du jeu encore avant un prochain trimestre et ceux qui seraient un peu plus à la peine, vous avez identifié, David Calfon, déjà ? Alors, nous, on a pour politique de ne pas essayer de se positionner, d'accord. En fait, le marché vous apprend l'humilité et à force d'essayer de courir constamment après le secteur qui va bien marcher le mois prochain, on se rend compte que finalement, c'est au travers du stock picking à l'intérieur de chaque secteur qu'on est plus à l'aise plutôt que d'essayer de faire de l'allocation sectorielle sur lequel les prises à rebours sont assez faciles. Donc le raisonnement sectoriel, effectivement, est peut-être encore trop macro. Il faut aller au niveau des entreprises directement. Éric Venet, qu'est-ce que vous attendez de cette saison des résultats ? Hormis le fait, tout a été dit, que certains secteurs, voire entreprises, vont bénéficier de la baisse du prix de l'énergie, des matières premières, d'une concurrence peut-être un peu plus... Alors là, c'est plus côté bénéfique, mais un peu plus de concurrence. En fait, ce qu'on avait, c'est qu'on avait jusqu'à maintenant une hausse très forte de l'énergie, des matières premières, et puis vous aviez l'absence de concurrence. Là, la concurrence a le temps un petit peu de forcer un peu. Vous avez une baisse sur l'énergie, donc globalement, à mon avis, c'est neutre d'un point de vue macro. Après, sectoriellement, donc tout le monde ne va pas bénéficier de ces facteurs. Et puis, je crois que c'est entreprise par entreprise. L'intérêt des résultats, c'est que vous voyez comment l'entreprise réagit vous apprenez encore mieux à comprendre l'entreprise que vous suivez face à l'environnement économique qui
que vous avez décelé en fait. Mais alors, si je résume, si je comprends bien, on attendait, ou en tout cas certains pouvaient prédire depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, un potentiel accident sur des résultats trimestriels, on ne l'a pas vu. On a des indicateurs économiques aux États-Unis qui sont meilleurs qu'attendus. On a des prévisions de la Fed qui laissent entendre que l'épisode récessif s'éloigne. Il y a le sujet des tensions sur le marché du travail, bien sûr, mais qui peut être une bonne nouvelle aussi, effectivement, quand ça n'entraîne pas une spirale inflationniste. Le scénario d'un soft landing aux États-Unis commence à cocher toutes les cases, Éric Venet ? À condition qu'on ait bien cette inflation qui perdure dans sa descente, si je peux dire, bien aux sûr, États-Unis, et que mois après mois, on s'aperçoit qu'on a un atterrissage en douceur, auquel cas, oui. Mais c'est aussi parce que vous avez le meilleur semestre du Nasdaq depuis bien sûr, 40 ans. Donc, pourquoi le marché aux États-Unis est si élevé ? Parce que on a un environnement macroéconomique qui est favorable. Il a aussi été porté quand même par une dizaine de valeurs sur un rallye. Est-ce que c'est révélateur de l'intégralité des marchés américains ? La question peut être posée. Non, mais ça, c'est une tendance aussi qu'on a observée. Le monde est binaire, c'est-à-dire que tout le monde en veut ou personne n'en veut. Donc, quand en plus vous avez de l'insécurité, vous allez sur les belles valeurs qui vous ont rassuré d'un point de vue intrinsèque, et donc le marché a tendance à être très concentré. Vincent Chaigneau, oui. Oui, non, je partage votre idée que le marché est quand même positionné plutôt pour un scénario ce qu'on appelle, pour faire un anglicisme, le Goldilocks. Donc le scénario un peu idéal dans lequel on a un atterrissage en douceur de l'économie, on n'a pas de récession. Et si vous voyez les prévisions 2023 pour la croissance mondiale ou américaine, clairement elles se sont améliorées cette année. Vous avez un marché qui price une normalisation assez rapide de l'inflation américaine notamment, puisque si vous regardez, on peut mesurer ça dans le marché, les forwards d'inflation à 12 mois, on est juste au-dessus de 2%. Donc le marché anticipe que l'inflation va normaliser, et dans ce scénario, pas de récession, normalisation de l'inflation, le marché price des profits qui se comportent très très bien, parce que je rappelle quand même que pour 2024, le consensus aujourd'hui est à une hausse des profits des entreprises américaines de 12%, de près de 12%. Bien sûr, ouais. Et 2025 de nouveau. Donc le marché est pricé pour ce scénario quand même assez idéal. Pas de récession, normalisation de l'inflation, forte hausse des profits. Moi, ça me paraît pas impossible, et ça pourrait être facilité notamment par cette capacité des entreprises à préserver, voire à gonfler les marges. Ça pourrait être favorisé par l'intelligence artificielle qui est source de gains de productivité. Donc je ne dis pas que c'est un scénario impossible, mais c'est quand même un scénario idéal. Et la voie me semble remarquablement étroite. Et je dirais que ce scénario idéal, on peut le schématiser, le résumer par ce qui s'est passé cette année, à savoir des taux longs réels qui restent très élevés, alors que les multiples inflations ont fortement monté. Cette déconnexion est assez inhabituelle. Si les taux longs réels avaient beaucoup baissé, je comprendrais que les multiples aient beaucoup monté. Mais pour que ce découplage se produise, il faut que le marché anticipe effectivement soit un choc de productivité, donc l'intelligence artificielle qui ferait une différence, bien sûr, ouais. Soit des entreprises qui ont cette capacité à gonfler encore leur marge. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que l'inflation va revenir rapidement à 2%. Donc il y a une sorte d'équilibre quand même qui me semble assez instable, de dissonance entre les marchés obligataires d'un côté et les marchés actions de l'autre. Peut-on imaginer une inflation qui continue à décroître avec un marché du travail aussi tendu si on prend en compte un aspect démographie également, alors qui est peut-être plus présent en Europe qu'aux États-Unis, mais qui ferait en sorte que de toute façon le marché du travail restera tendu et que c'est la nouvelle norme aujourd'hui? Oui, il semble difficile de penser que dans 12 mois, l'inflation sera à 2% dans un contexte où les salaires restent très vigoureux, ce qui va plutôt maintenir l'inflation sous-jacente sur des niveaux assez élevés. Donc je pense personnellement qu'à la fois les anticipations de profit sont trop hautes, mais que les anticipations d'inflation, elles, sont trop basses. Voilà, mais... Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas impossible, mais le chemin est très étroit. David Calfon, si on parle marché, alors peut-être un petit mot sur les marchés européens également. La consolidation est là pour le coup.
Ça fait déjà de nombreuses semaines qu'on ne fait plus rien sur le marché européen. Donc, on regarde les marchés américains et c'est tout. Voilà, exactement. Et en revanche, effectivement, ce qu'on a vu, c'est une surperformance. En fait, on a commencé l'année avec une surperformance des marchés européens. Et depuis, j'ai envie de dire, quelques mois, on a vraiment les marchés américains qui progressent, donc qui rattrapent les marchés européens quasiment, et les marchés européens qui stagnent à peu près. Donc là encore, et ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, en début d'année, tout le monde se disait, voilà, c'est l'année de l'Europe, c'est la fin de la surperformance des États-Unis. De même que l'année dernière, on vous disait, voilà, la tech, c'est fini, les valeurs de croissance, c'est fini, c'est le grand rattrapage de la value. Bien sûr. Et on voit bien que tout ça se retourne de manière extrêmement violente, extrêmement rapide. Donc je pense que s'il y a bien une clé à retenir pour le moment dans les constructions de portefeuille, c'est justement essayer de rester relativement diversifié, relativement équilibré, parce que ces virages assez excessifs qui sont tentants, quand on regarde les courbes, la surperformance des valeurs de croissance par rapport au style value, et le démarrage du rattrapage qu'on a eu de la value par rapport à la croissance l'année dernière, c'était effectivement très très tentant de se dire, ah ben ça y est, là on a eu un cycle, la surperformance des valeurs de croissance a duré 10 ans. Et on rentre dans un nouveau cycle. Le cycle value, ça ne va pas durer juste 6 mois. Bon, ben en fait... peut-être que si. Donc, vous voyez, et encore, ça ne fait pas tout à fait 6 mois. mais donc, ça milite effectivement pour une bonne diversification des portefeuilles. Quand je vous disais qu'on a pris le choix de ne pas prendre de paris sectoriels marqués en ce moment, c'est justement pour essayer de nous concentrer sur le choix des sociétés, plutôt que de prendre des paris d'allocation d'actifs excessifs qui peuvent se retourner et qui peuvent faire très mal. Mais alors, pour bien comprendre, si sur les marchés américains, si on enlève les 15 valeurs qui ont fait la performance du Nasdaq, les 7, j'allais jusqu'à 15, mais mettons 7 qui ont fait les performances du Nasdaq récemment, les marchés américains sont-ils si bien orientés que ça ? Ils sont quasiment flat. Ils sont vraiment à plat. Je regardais les graphes préparés par un stratégiste pas plus tard que cet après-midi. Il faisait le parallèle, il nous montrait les graphes, l'évolution du S&P 500 moins les 7 valeurs technologiques, et il faisait le même exercice en Europe en éliminant les 7 valeurs du luxe. Et on se rend bien compte qu'effectivement, le marché a été extrêmement concentré, ce qui n'est pas forcément un très très bon signe. Quand vous avez une hausse de marché ou un rallye de marché qui est porté par un tout petit groupe de valeurs, c'est pas très rassurant, c'est pas très sain comme situation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je caricature, mais sans intelligence artificielle et sans luxe, il ne se passe plus rien sur les marchés actions depuis le début de l'année, c'est ce qu'il faut comprendre ? Pas grand-chose. Donc la caricature est réelle. C'est très réel. Éric Venet, c'est tout à fait ça en fait. D'où l'importance de la diversification, vraiment diversification, parce que tant que vous avez des scénarios économiques aussi différents tous les 15 jours, vous ne pouvez pas être certain d'avoir un portefeuille adapté à la conjoncture. Donc je pense qu'il faut être un peu partout. Et en plus, le marché a des excès. Donc en fait, ça vous permet, quand il est excessif dans un scénario, d'être contrariant, le laisser, puis revenir sur le scénario qui est... Parce qu'on n'aura pas de certitude, à mon avis, avant 2 trimestres. Donc on va rester comme ça pendant encore un petit moment. Et donc là, on navigue à vue et on regarde l'obligataire qui offre des performances quand même assez intéressantes au regard de ce qu'offrent les marchés actions. Si je suis logique, non. Parce que moi, je préfère être en monétaire. Parce que l'obligataire, je ne sais pas non plus. Je vous parlais qu'on pouvait très bien être en stagflation. Donc, quand scénario déloque... Donc non, je préfère être en monétaire. Donc il n'y a pas de concurrence finalement entre l'obligataire et les marchés actions dans le contexte qu'on décrit. Effectivement, il n'y en a pas un qui se tirerait plus son épingle du jeu que l'autre. Non, effectivement, on va sur du monétaire. Ça dépend des impératifs que vous avez dans votre gestion et vos clients. Mais si vous voulez rester tactique, ce qui est notre cas, on peut mieux rester en monétaire parce que vous êtes beaucoup plus flexible. Si vous voulez optimiser, on peut aller sur l'obligataire d'entreprise court terme, sur le 1-3 ans, voilà, et on peut attraper un petit % de rendement en plus. Voilà. Normalement, également sur l'investment grade, donc le secteur assez peu risqué du marché du crédit. Nous, on est un peu plus favorable sur le marché obligataire dans le sens où
on pense que les risques économiques sont quand même plutôt à la baisse. Et j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. Vous parliez de la vigueur du marché de l'emploi, qui est vrai, une force de soutien, notamment pour la consommation. Un bémol, toutefois, c'est que la durée du temps de travail s'est dégradée, aux États-Unis notamment, mais également en Europe. Si vous regardez l'emploi qui a fortement progressé, et vous regardez la durée du travail, là, la durée hebdomadaire du travail, c'est beaucoup moins spectaculaire. Et donc, les heures travaillées totales, donc nombre de travailleurs fois le nombre d'heures travaillées, c'est quand même moins spectaculaire. Donc, il semble que les entreprises se sont fait mal pendant Covid parce qu'elles ont beaucoup licencié. Elles ont ensuite eu du mal à embaucher. Donc, elles ont un comportement différent aujourd'hui. Moins de licenciements, mais on réduit les heures de travail, notamment aux États-Unis, ce qui est quand même un signal précurseur. Donc, il nous semble, nous, quand même, que ce resserrement monétaire, qui n'est pas terminé parce que pour l'instant, l'inflation reste trop haute et l'économie américaine trop solide, ce resserrement monétaire va finir par peser sur l'économie. Et donc, on a plutôt un biais à la baisse des taux longs, même si l'inflation ne va pas baisser aussi vite que le marché le prasse aujourd'hui. On a quand même des taux longs réels, notamment aux États-Unis, qui sont sur des niveaux relativement attractifs. Éric Venet, sur le temps qui nous reste, peut-être un petit mot sur les émergents. On parle effectivement du concurrence ou non entre marché action, marché obligataire. Quid du cas investissement Chine, quid du Japon, dont j'entends souvent que finalement on y va parce que ça permet de bénéficier de la réouverture de la Chine dans un contexte beaucoup plus safe, si je puis le dire ainsi. Là, on a eu des nouvelles annonces encore ce matin sur la volonté du gouvernement chinois de soutenir son économie. Comment est-ce qu'on aborde ça ? Est-ce que ça rentre dans des stratégies de gestion, dans des stratégies de diversification ? Ouais, alors vous allez être déçus, mais je touche pas la Chine. Pour une raison simple, c'est déjà compliqué quand vous avez des mécanismes marchés qui sont libéraux et que le système économique fonctionne à peu près. Quand vous mettez ça dans un système politique fermé où une décision politique peut tout changer, c'est juste ingérable. Donc je pense que la Chine a des gros problèmes macroéconomiques à régler. Et du coup, je ne pense pas que ça soit vraiment très porteur. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu qu'il y aurait un plan de relance important en Chine. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils ont un problème dans l'immobilier. Donc, et surtout, c'est que le consommateur chinois a un vrai souci. Il s'est fait enfermer des mois avec le Covid. Il doit maintenant apprendre à épargner. Il y a 20% de chômeurs chez les jeunes. Bien sûr. Vous avez un vrai problème en Chine intrinsèque. Et donc, si vous rajoutez ça pour l'investisseur extérieur, je n'y mets pas les pieds. Pour moi, il se passe en Chine ce qui se passait au Japon il y a 30 ans. Que vous avez eu le crack du Nikkei, vous avez eu pendant 2 décennies une souffrance dans l'économie japonaise et ce qui va, à mon avis, se passer pour la Chine, parce qu'il va falloir gérer tout ça. Le Japon, du coup, qui... Alors, le Japon, lui, qui pourrait être une manière est enfin sorti. Non, mais voilà, le Japon est enfin sorti. Enfin, ça fait des années qu'on prend l'exemple japonais de la déflation. C'est bien un pays qui doit se réjouir de l'inflation structurelle qui revient. C'est bien le Japon. Donc, oui, le Japon. Mais si on voulait une tendance moyen terme, c'est l'Inde qu'il faut. Parce que voilà, les investissements vont maintenant aller en Inde et non plus en Chine. David Calfon, même question sur les émergents, la Chine, le Japon, alors l'Inde, effectivement, peut-être. Comment est-ce que vous regardez ça ? Quand on parle de thématique d'investissement. En thématique d'investissement, je pense que le Japon bénéficie effectivement il y a une fenêtre de tir sur les investissements japonais qui est assez unique, puisque vous avez des valorisations qui sont raisonnables, vous avez une banque centrale qui est encore ultra accommodante, totalement à contretemps, et c'est d'ailleurs peut-être un risque pour l'année prochaine. Mais pour l'heure, ça rassure encore, d'accord ? Ça rassure. Vous avez un environnement géopolitique qui est quand même beaucoup plus sécurisé et avec beaucoup moins de problèmes de gouvernance que vous pouvez en avoir dans des pays comme la Chine. Vous avez d'ailleurs, comme vous le savez, il y a un appareil de production au Japon qui est magnifique, avec des technologies qui sont inégalées. Donc effectivement, avant, vous aviez le réflexe, et oui, bien sûr, on va produire en Chine. Maintenant, si vous avez envie de délocaliser,
c'est probablement vers le Japon que vous allez vous tourner, en tous les cas pour certaines industries de pointe, pas pour tout, et sinon le reste de l'Asie, alors qui d'un point de vue d'investissement est plus compliqué, puisque on va se tourner vers des marchés comme le Vietnam, etc., mais beaucoup plus difficile d'accès en termes d'investissement. Mais sur le Japon, entre l'inflation, la banque centrale accommodante, les valorisations faibles, un appareil de production qui fonctionne bien et un environnement géopolitique sécurisé, oui, Ça reste, même si effectivement on est à 25% de croissance du Nikkei depuis le début de l'année, ça reste un cas intéressant aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là. Merci Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez General Investment. Merci David Calfon, président de Senso Investment Solutions. Merci Éric Venet, directeur de la gestion chez Montbleu Finance. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, un quart d'heure thématique consacré aux foncières cotées, une thématique d'investissement qui va être décryptée par Laurent Saint-Aubin. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Alors expliquez-nous, le premier semestre est presque terminé. Quel bilan peut-on tirer des performances boursières des foncières dans un contexte, rappelons-le, de hausse des taux qui n'est pas toujours bénéfique au secteur immobilier ? On va déjà rappeler 2022. 2022, un peu plus de 30% de baisse des foncières cotées qui sont effectivement très corrélées aux taux. Et donc dans un climat de changement d'air sur les taux, les foncières ont baissé. 2023, c'est pas vraiment pour l'instant le rebond. On oscille entre 0 et moins 10 parce que le marché a été déçu par le report des anticipations de détente des taux par les banques centrales. On n'attend plus de baisse des taux aux États-Unis avant le mois de septembre ou d'octobre et de baisse des taux en Europe de la part des banquiers centraux avant janvier ou février 2024. Donc il y a un décalage de 6 mois qui pèse sur le secteur. Donc la performance boursière des foncières cotées montre un certain attentisme vis-à-vis d'un environnement de taux ou d'un environnement macro. C'est ce qu'il faut comprendre. Le marché est partagé. D'un côté, vous avez des valorisations qui sont extrêmement basses. Vous avez 40% de décote sur les actifs nets réévalués. D'accord. Ce qui veut dire à peu près, compte tenu de l'effet de levier, 25% de perspective de baisse de la valeur des actifs, ce qui est quand même considérable. Donc c'est un niveau qui n'a pas été vu depuis 2008. C'est un secteur qui est très vendu par les investisseurs. Donc le jour où il y aura un rebond, il sera très fort et très violent. Donc ça, c'est plutôt positif. On est plutôt confortable sur les valorisations. Là où on l'est moins, c'est effectivement sur le fait que la croissance ralentit, mais pas autant qu'attendu, et que l'inflation baisse, mais pas aussi vite que prévu. Donc on est dans un environnement où finalement on ne sait pas où les taux vont se stabiliser, bien sûr, ce qui a un effet très fort sur le marché de l'investissement. Les transactions sur le marché physique ont reculé de 60% bien sûr, premier trimestre, et les transactions sur le marché physique, c'est un peu le juge de paix qui permettra de dire si cette décote de 25%, elle est trop forte, ce que je crois, ou finalement conforme à ce qui va arriver. Mais quand on regarde l'activité des grandes foncières cotées, on voit un recul de l'activité sur ces derniers mois, que ce soit sur ce dernier semestre ou même en 2022 ? Non, pas de recul de l'activité, une activité locative plutôt positive avec l'effet de l'indexation. Les loyers... Les foncières, c'est un moyen de se protéger contre l'inflation puisque les loyers sont indexés. Oui, bien sûr. Un bon rebond des foncières de commerce qui s'est confirmé, qui ont retrouvé leur niveau d'activité pré-Covid. Mais après, les trois autres segments qui sont le logement. Le logement souffre de son côté proxy des taux d'intérêt. Bien sûr. Le bureau souffre d'interrogations existentielles sur l'avenir du travail, qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Et les secteurs de valeur de croissance, par exemple la logistique, qui était déjà valorisée très cher, souffrent logiquement de la montée des taux, alors que leurs niveaux d'activité sont très bons. On a un phénomène de restockage, par exemple,
de la part des industriels européens qui favorisent la logistique. Donc on a une sorte de paradoxe entre la performance boursière de ces actifs et l'activité réelle des entreprises qui constituent ces actifs. Alors paradoxe pour l'activité, moins paradoxal pour la situation bilancielle. Les foncières sont des sociétés qui ont l'habitude de s'endetter. Elles financent leurs travaux de rénovation, leur politique d'acquisition avec de la dette. Le taux d'endettement des foncières est de l'ordre de 40% aujourd'hui. Et donc là, ça leur coûte beaucoup plus cher. Elles ont profité de la période extraordinaire de taux négatifs pour être très actives sur les marchés financiers, allonger la durée de leur dette et abaisser le coût moyen de leur dette. Mais petit à petit, au fur et à mesure des tombées d'échéance, le coût de la dette va augmenter. Et il y en a un certain nombre, pas la majorité. Les foncières sont plutôt solides financièrement, mais il y a quelques exceptions, en particulier en Scandinavie, où vous avez des foncières avec des niveaux d'endettement très élevés et qui s'accroissent à mesure que les valeurs d'actifs baissent. Donc ça, les foncières très endettées, il ne faut pas y aller. Ce qui pose la question de l'autre côté, de la capacité à faire passer des hausses de prix, du pricing power finalement de ces sociétés. Alors avec aussi, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a le sujet des valorisations des actifs détenus par les foncières pour voir effectivement comment sélectionner une foncière qui pourrait un peu mieux tirer son épingle du jeu dans un contexte plus complexe. La question du pricing power est assez simple. Quand vous détenez un actif immobilier rare, où la demande est supérieure à l'offre, vous avez cette capacité de passer l'indexation, de la maintenir quand le bail arrive à expiration et même d'aller au-delà. Donc vous avez certains segments où ça fonctionne à plein, la logistique urbaine, le stockage pour les particuliers où on a des hausses de loyers qui atteignent 10% par an. D'accord. Le stockage pour les particuliers, la pièce en plus, quoi. Donc ça, c'est un secteur qui n'est pas réglementé, où il y a une demande qui est très supérieure à l'offre. Où il y a un fort retard de l'Europe par rapport aux États-Unis, qui est un secteur très, très intéressant. Vous avez aussi dans les secteurs les plus traditionnels une bonne performance des centres commerciaux de destination, les très grands centres sur lesquels on a des millions de visiteurs. Donc ceux où on va passer la demi-journée, voire la journée, c'est ce qu'on appelle un centre commercial de destination. Oui, ou alors les centres de flux, ceux dans lesquels on est forcé de passer. Quand vous prenez l'avion, vous êtes forcé de passer dans un centre commercial. Quand vous allez prendre le RER au Forum des Halles, vous êtes forcé de passer dans le centre d'Unibail, qui affiche quand même plus de 50 millions de visiteurs par an. Donc ça, c'est des centres qui sont incontournables pour les marques et où les hausses de loyer se font sans problème. Le bureau de cœur central des affaires résiste bien. Et tout ce qui n'est pas ce que je viens de décrire, par contre, souffre. Oui, parce qu'on disait effectivement que les loyers sont indexés sur l'inflation. Encore faut-il avoir les clients qui acceptent ces hausses de loyers supplémentaires. Et c'est là où on voit le pricing power, même lorsque le cadre réglementaire permet automatiquement, normalement, une hausse de prix. Alors, à court terme, mécaniquement, les hausses de prix sont passées, il n'y a pas de problème. Par contre, quand le bail arrive à terminaison, le locataire peut demander un retour en arrière de son niveau de loyer sans de partir. Donc ça, c'est quelque chose qui se pose particulièrement dans le domaine des bureaux, où vous avez des locataires qui veulent moins d'espace et des loyers plus faibles. Donc c'est la double peine. Donc l'immobilier de bureau, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on regarde avec prudence ? Oui, c'est le mot, prudence. C'est le mot, ouais. Bon, et alors effectivement, quand on regarde ce premier semestre de performance, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de l'année ? Effectivement, quand on voit des prévisions, que ce soit des prévisions des analystes, des économistes, ou ce que nous disent les banques centrales sur l'environnement de taux élevés dans lequel on va rester, il faut s'attendre à ce que ce soit une année encore en demi-teinte pour les performances des foncières cotées ? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Bien sûr, oui. Le secteur fonctionne traditionnellement par explosion de valorisation. Donc, au moment où on aura vraiment l'impression que l'inflation cœur ralentit et va se rapprocher de la limite sainte des 2%, que les banques centrales vont arrêter de monter les taux, ça sera un moment très, très, très important, un pivot. Bien sûr. Encore une fois, ça doit s'accompagner de deux choses. La première, c'est que
on a une reprise des transactions. On a un certain nombre d'actifs qui sont en vente là actuellement. Il y a eu un rebond des mises en vente. Parce que là, faut-il que les transactions se réalisent. C'est ça, parce que là, on a effectivement des actifs mis en vente, mais avec des prix peut-être toujours élevés, et du coup, un marché qui est un peu figé. Il y a un écart entre les attentes des vendeurs et les attentes des acheteurs. Et il n'y a pas eu de pas l'un vers l'autre pour le moment. On est toujours dans ce... On a eu quelques transactions, mais qui sont pas forcément significatives. On a eu quand même des transactions sur le résidentiel en Allemagne. On a Amundi qui a annoncé un programme de cession de bureaux d'1,5 milliard en Europe. Donc on a des choses qui pour l'instant n'ont pas abouti. Puis le troisième élément qui est quand même important, c'est que est-ce que les banques vont continuer de financer l'économie ? Les banques sont plus fragiles qu'avant. Les dépôts à vue ont tendance à se réduire parce que les particuliers avisés peuvent aller les placer en dépôt court terme. Bien sûr. Ouais. Donc les dépôts à vue coûtent plus cher. En même temps, on voit quand même que la conjoncture économique se dégrade. Donc ça ne donne pas forcément envie aux banques de financer à fond l'économie, ce qui pose aussi un problème pour les secteurs endettés. Donc c'est les trois clés qui conditionnent un rebond qui, à mon sens, est inéluctable, compte tenu, encore une fois, de la valorisation extrêmement faible d'aujourd'hui. Un mot sur les valorisations. Effectivement, alors on voit que là, on est sur une période un peu figée entre niveau d'attente entre vendeurs et acheteurs. Est-ce qu'une baisse des prix des actifs pourrait permettre un redémarrage ou un rebond de la performance des foncières cotées ? Les foncières cotées anticipent 25% de baisse des prix. Les indications qu'on a eues sur les quelques transactions qui ont eu lieu, on est plutôt aux alentours de 8-10%. Donc ça peut continuer un peu. Je dirais qu'à mon avis, la fourchette réaliste, c'est une baisse des prix comprise entre 10 et 15%, ce qui implique un potentiel de rebond pour les foncières, surtout dans un contexte où les taux rebaisseraient, qui est absolument tout à fait significatif. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de Smart Bourse sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart. À demain.